Bienvenue dans cette nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, qui aujourd'hui est dédiée aux troubles de l'apprentissage. Ces troubles de l'apprentissage, bien sûr, nous avons la chance, encore une fois, comme souvent d'ailleurs, d'avoir des spécialistes pour nous éclairer. Et pour cela, nous accueillons Madame Marion Favier, qui est orthoptiste. C'est ça, sur Brapanon. Orthoptiste à Brapanon. Vous connaissez notre chroniqueuse habituelle, Christelle Cuche. Bonjour. Psychologue. Bien sûr, nous retrouvons avec plaisir Emmeline Lode, notre enseignante en activité physique adaptée. Bonjour. Et nous accueillons aussi Thibaut Toison, qui est un des jeunes qui justement est porteur d'une dyslexie et qui va partager ça avec nous. Bonjour. Voilà, alors sans plus attendre, je vous propose de regarder le premier reportage qui donnera quelques définitions et quelques éclairages. Les troubles 10, parlons-en avec notre chroniqueuse psychologue, une orthophoniste et une orthoptiste. Bonjour tout le monde. Comment reconnaître une 10 ? On ne parle plus de troubles 10. On parle aujourd'hui de troubles neurodéveloppementaux. Ces troubles neurodéveloppementaux concernent les troubles du spectre autistique, la déficience intellectuelle, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du langage oral comme la dysphasie, les troubles de la coordination, les dyspraxies, et tout ce qui est troubles spécifiques des apprentissages comme la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie. Mieux vaut parler de troubles 10 pour plus de facilité de compréhension par tout le monde. En fait, un bilan ophtalmologique qui nous a mis déjà orientés vers un trouble de la vision. Alors parfois ils arrivent directement envoyés par le médecin. Justement avec la professionnelle Madame Flavier, tout ce qui est rééducation des yeux. Et elle-même après nous orienter vers un bilan neurovisuel et un diagnostic aussi chez un orthophoniste. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est quand on parle d'un trouble 10, il faut garder en tête qu'il y a un défaut d'automatisation des processus. Et quand ça ne s'automatise pas, forcément l'enfant ou l'adulte qui est porteur de 10 mettra plus d'efforts, plus de mémoire, plus de concentration pour réaliser. Oui, c'est la plainte du patient, souvent des parents, des enseignants qui orientent des enfants. Et c'est des enfants qui vont être dans le refus, dans l'opposition, parce qu'ils sont en souffrance. Si un enfant arrive, par exemple, la maman, les parents disent il a du mal à parler, ses phrases elles sont pas correctes, les mots sont déformés, on va faire un bilan du langage oral. Alors, effectivement, on parle de test de QI parce que c'est ce qu'on connaît depuis très longtemps, sauf que le QI n'est pas du tout ce qui est le plus important. En fait, le test de QI va nous permettre d'aller repérer parmi différents indices du fonctionnement intellectuel les spécificités d'un fonctionnement cognitif. Des répercussions fonctionnelles que ça peut avoir pour l'enfant. Donc c'est pour ça que oui, on a un rôle un peu spécifique. Ça ressemble un peu à ce qui se passe chez l'ophtalmo, mais ici l'objectif est bien différent. Les difficultés visuelles vont forcément se ressentir dans tout ce qui est apprentissage de l'écriture aussi, parce qu'elle a la difficulté à voir les lignes, à écrire entre les lignes. Alors on fait travailler tous les muscles et puis les mouvements qu'on appelle des poursuites, arriver à suivre une cible en déplacement, pouvoir aller prendre les informations visuelles de façon plus stable. C'est un aller-retour des yeux d'une figurine à l'autre. Trop tard, à 6 ans, s'il y a un œil par exemple qui ne s'est pas développé, à partir de 6 ans, ça va être vraiment très difficile de récupérer, voire impossible. Alors que si on fait des bilans qui sont préconisés, donc vers 9 mois, 2 ans et 5 ans, là on a toutes les chances pour optimiser la vision de l'enfant. Dans le cadre de la rééducation, tout ce qui est autour des 10, là il n'y aura pas forcément d'intervention médicale, mais simplement on va essayer donc de trouver des moyens pour pallier aux difficultés. On place des stratégies d'apprentissage de lecture et d'écriture qui sont forcément vérifiables entre le CP et là en CE1. En une année, il y a eu une belle progression. Et on va voir des choses qui vont s'améliorer. Chez un dyslexique, on verra une vitesse de lecture qui va être plus rapide. On verra moins d'erreurs. On verra un meilleur accès au sens de ce qui est lu. Ces temps d'écran sont déterminés par la Haute Autorité de Santé et d'ailleurs, je crois que Madame Marin, dans son cabinet, elle a ce qu'il faut. Effectivement, venez avec moi. Dans la salle d'attente, j'ai mis des affiches qui permettent d'informer les familles et les enfants. Alors, dès l'arrivée dans la salle d'attente, ils peuvent constater des affiches
ici, qui reprennent ici, en fonction des âges, les conseils. Donc, c'est-à-dire pas d'écran avant 3 ans, hein, vraiment on insiste là-dessus. Et à partir de 3 ans et au-delà, des temps d'écran par jour, toujours avec un adulte. On a terminé le mercredi, c'est marathon. L'après-midi, c'est des séances d'orthophonistes. Et tous les mercredis matins, c'est l'orthopsie. En fait, ils vont, de par cette particularité, ils vont compenser parce qu'ils vont développer une adaptabilité, une stratégie d'adaptation beaucoup plus précoce que d'autres enfants et qui vont leur permettre très certainement de s'adapter plus facilement au monde actuel. Alors, s'il y a des petits décalages de niveau sonore, je dédouane automatiquement les techniciens, c'est au montage que j'ai dû rater quelque chose. Ceci étant dit, nous avons donc plusieurs définitions qui ont été apportées. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans ce reportage, Madame Favier? Là, on a un bon panel de tout ce qui peut être... De la prise en charge? Ah oui, oui, la prise en charge et tous les troubles qui peuvent exister, oui. Donc là, on a l'orthoptiste. D'ailleurs, je ne suis pas dysorthographique et pourtant, il y a eu un H de trop, je crois. Ah oui, Elena, c'est sans H. Ah, c'était Elena, c'était pas orthoptiste. Ah non. J'ai mal compris. D'accord, c'était une aparté qu'on se faisait tout à l'heure. Donc, sur ces troubles de l'apprentissage, on dit des gens porteurs de 10. Oui, bien sûr. Effectivement, comme tout trouble cognitif peut représenter un handicap et à partir de ce moment-là, la personne est porteuse de ce trouble. La personne est porteuse de ce trouble. Est-ce que tu te présentes comme ça, Thibaut? Quelqu'un qui porte un handicap, moi, pas vraiment. Enfin, moi, je vois pas... comment dire ça? Que pour moi je me traite pas comme un enfant normal, je sais que je suis différent, mais envers les camarades Oui, tu vis normalement. Oui, quoi. voilà, tu n'en fais pas une fixation et tu vis heureux et équilibré. Oui, voilà. Justement, on va pouvoir retrouver Thibaut lorsqu'on l'a suivi dans son lycée où justement Thibaut est candidat au bac tout en étant non lecteur. Mercredi 6h30, nous quittons l'univers Marvel de la chambre de Thibaut et l'accompagnons jusqu'à l'école. S'il a des devoirs et compagnie, de ne pas s'inquiéter, comme il a été préparé justement avec la tante la veille. En fait, elle lit toutes les leçons, tous les cours et j'apprends par cœur. Pourquoi elle lit tout pour toi? Parce que je ne lis pas. La veille et les jours précédents, parce que préparer un devoir, on le fait sur plusieurs jours. Et je n'arrive pas à lire ni à écrire. Souvent des fois le matin là, c'est un petit débriefing entre hommes déjà, dire ça comme ça, c'est notre moment à nous. Et il est hyper sensible comme je dirais la majeure partie des enfants porteurs de troubles. Hein. Et donc ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour enrayer la machine. J'arrive à 6h43. Oui, je suis en avant, je vais voir des copains. Oui. D'accord, allons-y. Et là, quand il y a par exemple des textes et qu'il y a à la fois des dessins, comment ça se passe? J'essaye de comprendre cette histoire par les dessins. Là, on peut constater qu'il y a Luigi qui parle à Kirby et que Luigi se prend plus fort que Kirby. Est-ce que c'est fidèle? Un peu. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de plus que Thibaut ne pouvait pas voir, par exemple? En fait, Luigi, c'est le dessinateur qui a redessiné Luigi pour qu'il soit plus fort. Mais sinon, à part ça, c'était compris. L'I 2D, le cinéma et l'ITech, et physique, chimie, mathématiques, et les maths, et l'espagnol. C'est sur ton emploi du temps où ça correspond? Oui, par rapport aux différentes couleurs. On a des élèves porteurs de handicap, oui bien sûr. On a une 30aine d'élèves à besoins particuliers. Que chaque année, en début d'année, on a une rencontre avec les parents au moment de l'inscription des élèves dans l'établissement et les parents nous indiquent la spécificité de leur enfant. Bien, ça se passe bien, il est accompagné de quelqu'un qui l'aide à déchiffrer parce qu'il ne sait pas lire. Il a sa calculatrice qui lui permet de faire les calculs. Il s'en sort plutôt bien, son mode de raisonnement tout à fait logique.
il comprend les cours. Alors, il a bénéficié d'un tiers-temps. Donc, généralement, au lieu d'être noté sur 20, il sera noté sur 17, afin de prendre en compte sa lenteur. Alors, généralement, il a des polycopiés, donc il n'a pas recopié la totalité des cours. C'est qui a écrit dans le cahier Thibaut? La ESH. Au départ, j'étais surpris en fait de voir un élève qui ne savait pas lire, qui visiblement ne savait pas compter non plus, et pourtant qui produisait des raisonnements logiques tout à fait, qui m'avaient surpris au départ. Mais déjà, en mathématiques, il a un très bon niveau. Donc, Parce que j'aime ça, déjà, dans un premier temps, j'adore ça. Et dans un deuxième temps, le prof a une bonne pathologie aussi. Alors, première question, elle est plutôt simple. D'accord? Vous regardez cette partie-là, vous avez des boules blanches, des boules bleues et des boules rouges. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit bleue? Voilà, De le raisonnement, je laisse faire son chemin. Vous êtes pour la lecture pour comprendre. Voilà. Et si le raisonnement, il a besoin d'aide? C'est le prof qui l'explique. Comme dans tous les cours classiques, le prof passe, régule, conseille et éclaire. Tout ce qui est lecture des consignes, lecture de la problématique, c'est la ESH. Mais la pédagogie reste quand même l'attribut du professeur. D'accord? Donc vous allez tous commencer comme ça. Soit la clé bleue. Bon, pour rouge, je mets que R. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, on va commencer par mettre une probabilité. Alors, au lieu de mettre des fractions, alors généralement je l'envoie au tableau quand il y aura par exemple des petits calculs à faire. Donc ça, il sait l'écrire correctement. Mais s'il y a trop de phrases à écrire, donc généralement il ne passe pas au tableau. Parce qu'il n'arrive pas à le faire. Et s'il y a des chiffres, il peut écrire. Ouais, il peut écrire les chiffres et les calculs. Et il aura résolu tout seul le problème mathématique dans cette première étape. Alors, c'est juste? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des calculs. 30% moins rapide que les autres élèves dû aux difficultés de déchiffrage. Beaucoup de handicaps, entre guillemets, ne sont pas connus, en fait. Une information est donnée à l'équipe disciplinaire dès le début de l'année. Alors, pour Thibaut, donc, c'est un élève qui, cette année, donc, que j'ai pour la première fois, et c'est une grande surprise pour moi, puisque c'est un élève très actif en classe, à l'écoute, qui a une bonne réflexion, un esprit critique. Et pour moi, c'est un élève moteur de la classe. D'abord, ils sont répartis dans différentes classes. On n'a pas tous les élèves porteurs de handicap qui seraient dans une seule classe. Les enseignants ont la connaissance de la spécificité de Thibaut. Ils essaient d'aménager en fait au mieux les consignes ou les exercices pour que Thibaut puisse s'en sortir. Au lycée Amiral Bouvet, on a l'habitude de dire « détac barreau ». Volvemos a empezar. Agrado es agredida porque ella es prostituta por su cliente. Vemos que distribuyen preservativos. Ah, d'accord. ¿Para qué? J'aime bien les cours d'espagnol, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. C'est les cours de maths plus difficiles. Les cours de langue, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que la prof dit. Thibaut, je le suis depuis qu'il est au CE2, donc ça fait 8 ans que je suis avec lui. Et en cours, je prends essentiellement ses notes et je lis pour lui. Alors à la fin de son CE1, début CE2, par là, donc voilà, et on a diagnostiqué son mal-être déjà, et on s'est posé justement sur un trouble 10. J'aime ça, c'est l'envie d'aider l'autre personne. Et oui, il est souvent reconnaissant. Un redoublement du CP tout simplement, parce qu'il n'est pas entré du tout dans la lecture, sans savoir effectivement qu'il y avait un problème de santé. Porteur de handicap, quoi. Quand on regarde ces photos-là, jamais on se serait douté qu'il y a eu la tante qui est là actuellement, qui l'aide à faire ses devoirs, qui nous disait qu'il fallait chercher autre chose et faire d'autres investigations, un diagnostic pour l'apprentissage. 2 ans et demi où on a cherché justement à comprendre ce qui se passait et à pouvoir mettre un nom sur ce qu'il avait. À faire comprendre aux autres que c'est un vrai handicap d'être porteur de trouble 10. C'est qu'on n'en joue pas, quoi. Malheureusement, on est amené à lire encore ces textos personnels. Je ne sais pas si vous voyez où ça va et ça, c'est un peu gênant. Autant pour lui que pour moi. Thibaut, toi qui es concerné, tu te reconnais dans ce reportage? Oui. C'est fidèle à ta vie? Oui. Oui.
Alors moi j'ai entendu Thibaut avant le reportage dire je ne vis pas comme étant porteur d'handicap, c'est une réalité, mais je vis normalement, je communique normalement. C'est pas une belle réussite ça, du travail qui a été fait? Ah bah là oui, en l'occurrence oui, c'est assez sûr. Alors moi je trouve qu'aussi il y a la place des parents qui est vraiment super importante dans tout le long du parcours. Alors, déjà pour décrire vraiment les troubles de l'enfant, ça aide beaucoup le professionnel à pouvoir identifier. Et puis après, tout le long, moi c'est vrai que j'aime bien travailler avec les parents parce que pendant les séances, ils peuvent soit apporter des compléments d'information. Des informations précieuses pour vous, thérapeutes voilà. ensuite. Soit eux voir ce qu'on fait et puis le refaire à la maison. Donc voilà, les parents, c'est essentiel. Là, on voit un jeune homme qui va passer le bac. Je veux insister sur un point, quand les autres passent 1 heure pour apprendre un devoir, lui, il doit apprendre 3, 4 fois, 5 fois plus longtemps. Par exemple, pour un devoir de maths, toi, tu dois apprendre par cœur la formule quand les autres font que l'appliquer. Pas forcément. Pas forcément. Oui, j'apprends par cœur toutes mes formules. Que ce soit en maths, en physique, En français, par exemple, s'il faut faire une explication de texte, toi, tu dois connaître le texte par cœur pour ensuite en parler. Oui, quelque part, oui. Mais ça reste quand même compliqué quand on n'a pas d'informations. Compliqué. Et dis-moi, Thibaut, dans ce bac, j'ai entendu la prof d'espagnol, le prof de maths, la prof d'histoire être élogieuse sur ton compte. Dire que, par exemple, elle disait, là on l'entend pas dans le reportage, mais Thibaut faisait partie des rares à avoir rendu les devoirs pendant le confinement en espagnol. C'est un moteur de la classe. En EPS, Thibaut, ça se passe comment? En EPS, c'est tout à fait autre chose. On va me traiter soit de feignant la plupart du temps, ou d'incapable, parce que je fais pas le travail comme il faut par rapport aux autres. Voilà. J'essaye de faire des efforts, mais parfois ça a du mal à se voir. Ah là, dans ce cas-là, il faut qu'Emeline mette à profit ses compétences et qu'elle aille porter la bonne parole au prof de PS, Emeline. C'est ça, donc on entend des mots assez durs de Thibaut, que je pense qu'il n'est pas le seul à entendre, que ce soit de ses camarades ou des professeurs. Donc là, l'important pour le professeur, c'est d'être informé et d'être formé également sur ces troubles 10 en adaptant les cours de PS à ces troubles justement. On n'est pas là pour indexer, on est juste là pour dire qu'il y a des ressources documentaires, peut se renseigner et apporter un mieux-être à ces gens. Exactement, donc c'est important de s'informer. Donc comme a dit Jean Do, en tant qu'enseignante en activité physique adaptée, je peux également répondre aux questions dont les professeurs... Est-ce que vous avez des exemples concrets d'aménagement possible, par exemple pour les activités sportives en EPS ou en club? Oui, bien sûr. Pour un élève porteur de troubles, on peut facilement l'associer d'office à un camarade qui pourrait l'aider tout au long de la séance. On peut mettre en place des systèmes de couleurs. Donc comme pour son emploi du temps, il arrive à se repérer. Donc c'est important de trouver des petites astuces qui permettent d'adapter l'activité physique, oui. Et certaines activités, par exemple, lorsqu'il y a des troubles visuels, les sports collectifs, il y a obligation de lier à la trajectoire d'une balle, une anticipation de coïncidence. Est-ce que ça se répare ou est-ce que finalement il y a des sports qui ne seront peut-être pas adaptés? Alors, on ne va pas avoir vraiment d'adaptation au niveau sportif, mais c'est des choses qu'on va pouvoir travailler en séance. Donc, comme on a vu dans le reportage, par exemple, il y avait une petite barre avec des diodes, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser, par exemple, pour les sportifs de haut niveau. On va donc travailler tout ce qui est champ visuel, le repérage le plus rapide possible, tout à fait, mais coordonner les gestes. Là, on améliore, on muscle, on renforce les capacités visuelles. Mais par exemple, Thibaut, s'il faisait ce travail sur l'aide, est-ce que ça lui permettrait de faire du sport co facilement? Ça ne va pas ça va pas changer. Voilà, non. Donc, soit la programmation ou soit une tolérance dans ses capacités. Oui, Thibaut, je suppose qu'en sport co, à chaque fois, tu étais le dernier qu'on choisissait pour une équipe. Oui, presque. Mais aussi, il y a la camaraderie, parfois. On te prend une équipe parce qu'on est content de t'avoir avec nous. Et toi, tu participes. Bah oui. Là, je participe un peu plus, oui. Tu aimes le sport co? Tu en fais lequel? En EPS, tu en as fait? Le sport co. Sport co, foot, non, pas vraiment. Enfin, dans l'établissement, non. T'es plus à l'aise sur les sports individuels? Non, pas forcément.
parce que j'ai pas beaucoup de temps pour me pratiquer extérieurement de l'école. Voilà. C'est normal. En passant tout ce temps à devoir faire des devoirs pour préparer le devoir, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour aller pratiquer du sport. Il faut aussi en tenir compte, Madame Cuche. Bien sûr. Et tout à l'heure, Madame Marin, orthophoniste dans le reportage, parlait des efforts cognitifs. Et ça, c'est vraiment important. Ce qu'il faut savoir, c'est que un trouble comme la dyslexie, pour toi, Thibaut, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que quand on te rencontre, on ne voit pas que tu es porteur de dyslexie, mais pour autant, toi, du coup, au niveau de tout ce que tu penses, tu es obligé de faire beaucoup plus d'efforts, d'être plus concentré, de prendre plus de temps pour faire les choses, et nous, on ne le voit pas forcément, mais un enseignant qui est sensibilisé, qui est informé, comme le disait Emeline tout à l'heure, c'est curieux déjà, parce que maintenant, on a Internet et il suffit de taper et on arrive à avoir un minimum. Oui, mais si ce n'est que ça ne parle pas forcément, on va lire les informations, mais c'est vrai que de pouvoir en parler avec les parents, par exemple, pour dire, voilà, mon enfant, il passe, par exemple, tant d'heures pour faire ce travail scolaire-là. Là, ça parle, du coup, ça devient concret. Et c'est ça dont les enseignants et même les parents ont besoin comme information pour comprendre les troubles. Oui, et effectivement, Emeline l'a dit, elle est prête, elle ou d'autres enseignants, à répondre à ces spécificités en besoin. Madame Favier, je rebondis sur quelque chose qui a été entendu dans le reportage, pour tout ce qui est de la vue, qui va avoir des conséquences sur la lecture, sur les apprentissages, sur même la pratique physique, parce que ça peut générer une dyspraxie, on ne peut pas voir où on place ses pieds correctement. Ça se répare jusqu'à 6 ans si on a été diagnostiqué très tôt, c'est bien ça? Alors en fait, il faut qu'on fasse un dépistage avant 6 ans. Donc l'œil, quand on est, n'est pas terminé, on va dire. Et donc jusqu'à 6 ans, il grandit. Si à ce moment-là, il y a quelque chose qu'on n'a pas dépisté à temps, ça va être compliqué de récupérer. Et après, on n'apprend qu'à vivre avec et à trouver les stratégies, d'adaptation, comme disait la dame. Oui, voilà, selon la pathologie. Parce que des fois, une paire de lunettes ne suffit pas pour voir bien. Vous savez, quand vous me dites une paire de lunettes, ça m'évoque quelque chose. Un jour, un collègue gentil, investi et a un souci de justice, disait qu'un élève, parce que je suis prof de PS, c'est un secret pour personne, avait une trop bonne note, il avait eu 15, parce qu'en EPS, et il avait fait un tourner à vélo. Il est dyspraxique. Je lui ai dit, oui, mais tu sais, quand tu vois tous les efforts qu'il faut pour lui, pour faire du vélo, il faut que quelqu'un roule derrière lui pour lui dire comment passer vitesse. Non, pas cette main-là, l'autre main droite. Non, toi de vélo, le haut c'est de faire comme ça. Il doit lui montrer parce que droite, gauche, faire du vélo c'est changer les vitesses et c'est pas facile. Et oui, mais on me dit, mais on doit noter tout le monde avec impartialité. Et je me rappelle lui avoir proposé gentiment, faisons un devoir de français ensemble et on vient tous à égalité. L'élève aussi. Il m'a dit, aucun problème, oui. Un devoir simple. Mais par contre, tu viendras sans tes lunettes. Il dit, mais je vois pas sans mes lunettes. Je dis, mais oui, mais tu as dit à égalité. C'est toute la question de l'égalité ou de l'équité. C'est ça. Voilà. Et je crois qu'il faut de plus en plus qu'on réfléchisse en termes de situations équitables pour chacun. C'est important de donner les outils aux personnes qui en ont besoin. Comme je disais, par exemple, être aidé par un camarade, donc c'est porter des lunettes à sa façon, par exemple. Oui, ou bien avoir un tiers temps supplémentaire quand c'est diagnostiqué, reconnu et pris en charge, avoir un ordinateur, des feuilles où les photocopies sont écrites en grand, ça a été dit dans le reportage, mais avant tout, de la bienveillance. De la bienveillance, c'est au-delà des textes, au-delà des contextes institutionnels pour mettre une note, par exemple, ou accueillir quelqu'un. Si le cœur y est, on trouvera toujours la petite adaptation nécessaire et qui fera toute la différence. En tout cas, ne nous quittez pas parce que l'émission n'est pas terminée. On va retrouver dans une deuxième partie justement des propositions d'adaptation, notamment sur une aide au devoir. À tout de suite.